Eh bien, je suis toujours en La Baule, où notre ami de La Baule Plus, je profite quand même pour en faire de la pub, Yannick Urien nous reçoit, et j'en ai profité pour interviewer le meilleur contributeur du Courrier des Stratèges, Jean Gouachman. Et c'était l'occasion de faire en sorte que les lecteurs le connaissent un peu mieux, parce qu'on te voit assez peu, et je voulais que tu nous dises qui tu es, ce que tu as fait un peu dans la vie, et puis pourquoi tu écris dans le Courrier et ta visée politique. Redis-nous qui tu es, Jean, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te découvrent. Alors, effectivement, je m'appelle Jean Gouachman, je suis de la génération des septuagénaires, des gens qui avaient 20 ans en 1968. J'ai eu un parcours scolaire à peu près standard. J'ai fait des études d'ingénieur qui m'ont mené donc pour la première partie de mon existence à travailler dans l'aéronautique, un passage aux essais en vol, ensuite chez un exploitant, ou comment dirais-je, de la conception et des essais d'avion, je suis passé à leur utilisation, ce qui était assez enrichissant et assez complémentaire. Et ensuite, j'ai eu une autre orientation dans ma vie, à peu près à l'âge de la cinquantaine, et j'avais, comment dirais-je, un vieux compte à régler avec l'histoire sur une rencontre assez fortuite pendant les années 80 avec un ancien Premier ministre qui s'appelait Pierre Messmer et qui m'avait donné un certain nombre de pistes qui étaient d'ailleurs assez inattendues, et sur, comment dirais-je, l'apparence des choses en politique et leur réalité. C'était le thème général. Donc je me suis un petit peu transformé en enquêteur, en essayant d'avoir le minimum de parti pris et de préjugés, parce que ça, alors je crois que c'était quelque chose de relativement important, effectivement, dans ma formation de base. On nous apprenait surtout à ne pas se laisser guider par nos impressions et nos sentiments, c'est-à-dire qu'on essayait toujours d'être dans ce qu'on considérait comme étant la réalité, c'est-à-dire ce que nous constations. Voilà. Et en fait, donc ce travail d'enquête m'a amené par étapes successives à d'abord avoir besoin de communiquer un petit peu sur ce que je faisais, parce qu'il y avait quand même des choses étonnantes. Il y avait, comment dirais-je, toute une histoire qui s'est déroulée non pas sous nos yeux, mais un petit peu d'une manière souterraine. Et la perception qu'on voulait nous donner de ces choses-là, en fait, ne correspondait pas à ce que moi je considérais comme étant a priori une réalité, puisque non démentie. Alors, mes sources principales, c'était surtout des livres, et puis des témoignages pris sur le vif, quoi, en quelque sorte, de gens qui avaient connu un certain nombre de choses que je relatais. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une continuité historique depuis pratiquement le milieu du 19e siècle jusqu'à la période actuelle, et que cette continuité historique, en fait, tendait vers une organisation du monde et qu'elle s'était mise en place progressivement par des moyens relativement diversifiés. Et évidemment, à partir de ce moment-là, il fallait, pour moi, il était extrêmement important justement de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la théorie du complot, encore qu'il n'est pas exclu que le complot pouvait être là, parce que le complot, il a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, qu'on le veuille ou non. Alors aujourd'hui, se servir justement du terme de complotiste ou de conspirationniste, c'est surtout pour dire ne croyez pas ces gens-là, ils ne savent pas la vérité, ils complotent, mais tout ce qu'ils disent n'a aucun sens. Bon. Et d'ailleurs, c'est assez curieux de constater qu'il y a eu une inversion même au sens du terme complot, c'est-à-dire qu'on traite de complotistes les gens qui finalement dénoncent le complot, alors que pour moi, jusqu'à présent, les complotistes, c'était ceux qui fomentaient le complot. Bon, ceci dit, c'est une affaire de jeu de mots.
Exactement, c'est une affaire de sémantique. Voilà. Alors, la situation actuelle est quand même très intéressante parce qu'en quelque sorte, elle cristallise tout ce qui s'est passé, puisque maintenant, finalement, l'humanité est devant un certain nombre de choix liés à tout ce qui, justement, s'est passé dans les décennies précédentes. Et on sent bien que le monde est en train de prendre une nouvelle orientation géopolitique. Alors, il y a des gens beaucoup plus, comment dirais-je, au fait que moi de la géopolitique mondiale. J'ai vu notamment que tu avais récemment interviewé Caroline Galacteros. Bon, je pense que Caroline, que je ne connais que téléphoniquement, mais que j'espère rencontrer le plus tôt possible, je pense qu'elle a une vision qui correspond effectivement à ce que je considère moi comme étant la réalité sur les grands problèmes du moment. Et alors, ce qui est quand même... Donc elle a fait une interview sur la sécurité en Europe que chacun peut retrouver sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges. Absolument. Et moi j'ai trouvé que cette interview était remarquable parce que finalement, avec le minimum de mots, elle dit tout ce qui émane de la situation géopolitique actuelle et telle qu'elle est en train de s'organiser. Et je crois, personnellement, ce que je déplore, et c'est une des raisons pour lesquelles j'essaye d'écrire, bon, dire que je suis le meilleur, c'est certainement faux, mais bon, ça flatte mon ego, mais à part ça, bon, on n'ira pas plus loin. Mais je crois qu'il y a une carence d'information aujourd'hui, justement, sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Ou pratiquement aucun de nos politiques aujourd'hui, en particulier en France, n'a, comment dirais-je, la moindre vision. Par exemple, aujourd'hui, je dirais un petit peu collatéralement aux opérations militaires qui se passent en Ukraine, il y a eu un fait extrêmement important que peu de gens ont repris, et à ma connaissance dans la presse officielle personne n'en a parlé. C'est simplement le fait d'entamer le monopole du dollar en tant que monnaie de réserve internationale, et ça, personne ne sait ce qu'est une monnaie de réserve internationale, et personne, ou du moins toujours dans la presse officielle, personne ne s'est préoccupé de savoir pourquoi justement c'était le dollar qui avait été pris comme monnaie et le pouvoir que ça pouvait conférer à ceux qui en avaient le contrôle. Et c'est ça en ce moment qui est en train de se passer, et je crois que c'est le phénomène le plus important, c'est que lorsque la Russie a décidé que ne pouvant plus avoir accès aux grands circuits mondiaux de transfert quasi automatique des comptes bancaires, eh bien, ce qu'on appelle le système SWIFT, enfin qui est un peu technique, on va pas s'étendre trop là-dessus, mais dont la Russie a été exclue. Dont la Russie a été exclue, et c'est l'exclusion de la Russie. Alors, reste à savoir, et ça sera aux historiens de se prononcer, mais en tout cas pas à moi, si effectivement Vladimir Poutine, qui est, paraît-il, un joueur d'échecs assez remarquable, avait prévu cette chose de la part justement de l'Occident. Ou bien est-ce que ça a été purement, comment dirais-je, un réflexe qu'il a eu? Toujours est-il qu'il a exigé, en contrepartie des livraisons de ces produits énergétiques, que ceci soit payé en roubles. Bon. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement important, puisque ça détrônait officiellement le dollar de son statut de monnaie de réserve internationale. Et il se trouve qu'il y a, d'après ce que j'ai pu voir aujourd'hui, de plus en plus de pays qui ont emboîté ce pas, et que maintenant, je pense que le vrai problème qui va se poser pour ceux qui contrôlent le dollar, ça va être comment conserver en fait ce monopole du dollar en tant que monnaie de réserve internationale. Parce que on ne parle pas beaucoup du dollar, bon, mais l'histoire du dollar, elle est extraordinaire. L'histoire du dollar, il faut bien voir, du dollar et de la façon dont le dollar est émis, recouvre pratiquement toute l'histoire que nous vivons depuis la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle. Alors, il faut dire que le dollar est devenu une monnaie de réserve internationale après la Deuxième Guerre mondiale.
dans le cadre de ces accords Bretton Woods, où l'économiste Keynes avait proposé un système beaucoup plus ouvert. Et aujourd'hui, les BRICS, comme on dit, et la Chine n'excluent pas de mettre en place un bouquet de devises étrangères sur le modèle de ce que Keynes avait proposé en 1945. Alors, il faut voir que là, c'était quelque chose d'extrêmement important, mais il y avait une continuité. En fait, les Anglais, un groupe de jeunes Anglais avait décidé de partir à la conquête du monde à la fin du 19e siècle, parce que, et ils pensaient, et c'est relaté là dans un livre qui a été écrit par un historien américain qui s'appelle Carol Quigley, ils pensaient que la domination de la marine britannique, qu'elle soit d'ailleurs civile ou militaire, qui était héritée des blocus napoléoniens, leur donnait le moyen d'étendre finalement leur rayonnement, un peu entre guillemets, un peu partout dans le monde. En fait, il s'agissait de partir à la conquête du monde, et c'est d'ailleurs ce que l'un d'entre eux avait dit d'une manière très claire, parce que c'était dans la logique des choses, les Britanniques étaient sur Terre pour dominer la planète. Et quels ont été les moyens? Hormis effectivement la marine britannique, il y a eu un autre moyen, eh bien ça a été la monnaie britannique. Parce que la monnaie britannique est une monnaie qui est extrêmement intéressante parce qu'elle a marqué une rupture avec les autres monnaies, mais ça c'est une histoire qui nous entraînerait beaucoup trop loin dans le temps pour refaire tout ça, mais il faut savoir que jusqu'en 1939, la fameuse monnaie de réserve internationale était la livre sterling. Et c'est finalement la Seconde Guerre mondiale qui a amené la bascule entre ces deux monnaies, et la raison, on peut penser qu'une des raisons pour lesquelles Keynes n'était pas tout à fait d'accord pour que le dollar prenne la succession de la livre sterling, c'est qu'il connaissait parfaitement quel était l'avantage de pouvoir contrôler la monnaie de réserve internationale. Il se trouve que les Américains étaient plus forts et qu'ils avaient des arguments extrêmement importants, bien que, à mon avis, un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils avaient imposé le dollar parce que le dollar avait gardé, contrairement à toutes les autres monnaies, sa convertibilité en or. Mais là où on peut quand même se poser la question, c'est que la convertibilité en or était plutôt pour eux un frein qu'autre chose. Si c'était un argument qui pouvait effectivement aider à prendre la décision de Bretton Woods, on comprend. Mais ce qu'on a compris aussi quelques années plus tard, c'est que la convertibilité en or n'avait été que pour passer le cap de Bretton Woods, puisqu'après, à partir de 1971, la convertibilité en or avait été dénoncée dans un discours de Nixon en août 1971. Et c'était ça le phénomène le plus important, parce que l'abandon de la convertibilité or, en fait, donnait à la Réserve fédérale quasiment le droit d'émettre sans aucune limite cette monnaie. Et c'était probablement d'ailleurs le but recherché depuis longtemps, parce que cette monnaie américaine avait finalement un double aspect. C'était d'abord une monnaie domestique, ensuite c'est devenu la monnaie de réserve internationale. Or, il y avait une attitude un peu paradoxale au fait qu'elle soit les deux à la fois, et ça avait été dénoncé d'ailleurs par un économiste qui s'appelait Triffin, qui d'ailleurs avait aussi un peu influencé De Gaulle en son temps, en disant que le dollar, monnaie de réserve internationale, allait permettre finalement aux États-Unis d'exporter leur dette et de la faire payer par l'ensemble des pays de la planète. Et je pense que c'était ça un petit peu qui était le but recherché. Alors, de là, eh bien, on débouche aujourd'hui sur la situation actuelle. Et il faut bien voir que le fait de remettre en cause le monopole du dollar peut aller extrêmement loin et peut amener, en fait, à donner une répartition géopolitique planétaire complètement différente de celle que nous avons connue jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est ce mouvement qui a été enclenché et qui est en cours aujourd'hui? Je le pense. Je pense, et je pense qu'il n'est pas venu par hasard. Alors, là, voilà, il y a aussi une controverse qui est en train de naître, parce que finalement, la question qui se pose,
c'est est-ce que les événements que nous avons connus depuis quelques années sont simplement le fruit de hasard chronologique, ou est-ce qu'il y a eu un plan concerté qui finalement nous conduit à la situation que nous connaissons actuellement? C'est là qu'on t'accuse d'être complotiste. Absolument. Mais il n'empêche que la question mérite, complotiste ou pas, d'être posée. Bon. Alors, il y a aujourd'hui, si on regarde par exemple la densité des événements auxquels nous avons assisté depuis 3 ou 4 ans par rapport à ce que nous avions connu avant, comment ne pas parler quand même d'une certaine accélération de l'histoire? Et pour justement accentuer un petit peu le phénomène, il se trouve qu'il y a eu, notamment au niveau de la puissance dominante qui est celle des États-Unis, il y a eu un profond bouleversement qui est apparu en 2016, c'était l'élection d'un président qui était complètement différent de la lignée des présidents américains que nous avions eus depuis 1980 avec Ronald Reagan, et ce président, lui, entendait bien récupérer le pouvoir dont ses prédécesseurs n'avaient gardé qu'une certaine apparence. Et ça a été, je crois, absolument fondamental, parce que ça a obligé ce qu'on appelle, comment dirais-je, le gouvernement de l'ombre américain, ou de temps en temps, du moins au départ, on l'appelait le complexe militaro-industriel, mais il est évident que ça dépassait quand même le cadre d'un complexe purement industriel, fût-il militaire. Ce qu'on appelle maintenant, enfin ce que Peter Dale Scott, dans un de ses livres, appelle le Deep State, c'est-à-dire l'État profond américain. Et l'État profond américain, il n'est pas très facile à définir. En gros, il est né... Peter Dale Scott qui est accusé d'être complotiste. Évidemment. Mais enfin bon, quand on lit ses livres, c'est quand même difficile de lui accrocher ça. Je crois que la première chose à faire déjà, c'est de lire. Avant de dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, c'est de lire le message qu'il a voulu nous faire passer. Alors on dit que, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Peter Dale Scott est un diplomate canadien qui a fini enseignant universitaire aux États-Unis. Je crois qu'il a enseigné à Yale. Donc ce n'est pas un illuminé qui a travaillé dans son coin. C'est une sommité scientifique universitaire des plus grandes structures étatiques et du Canada et des États-Unis. Absolument. Et à ma connaissance, il n'a jamais eu de problème de diffamation quelconque ou de propagation de fausses informations. Ces livres sont parus, et d'ailleurs se sont assez bien lus. Et je pense que lui faire un procès de complotisme, bon, on peut toujours le faire. Mais cela dit, Peter Dale Scott n'a fait que relater des événements. Bon, on peut aussi dire que le président Eisenhower était un complotiste. Quand il dénonce finalement l'entrée à la Maison-Blanche d'un pouvoir, et il met d'ailleurs le peuple américain, bon, il attend d'ailleurs, peut-être à juste titre, peut-être a-t-il eu raison, d'attendre que ce soit pendant son discours d'adieu finalement à la Maison-Blanche qu'il dénonce le complexe militaro-industriel, il n'empêche qu'il en parle et dans des termes qui sont sans équivoque. Bon, un peu plus de 2 ans après, c'est Kennedy qui à son tour dénonce un pouvoir de l'ombre qui s'est emparé de la Maison-Blanche, et il tient à mettre... comment dirais-je, à prévenir le peuple américain des dangers que ça peut constituer pour la démocratie. Donc on peut considérer que, de ce point de vue-là, les deux étaient Il y a eu un tournant voilà. Avant la guerre du Vietnam. On peut penser qu'il n'y aurait pas eu de guerre du Vietnam si le complexe militaro-industriel n'avait pas pris le pouvoir à la Maison-Blanche au tournant des années 1960. Absolument, ça a été... Bon, et je pense que, enfin, aujourd'hui, on va pas refaire toute l'histoire de l'assassinat de Kennedy, mais... Tu veux vraiment qu'on me censure ma chaîne YouTube, toi, hein? Non, je sais bien, on ne va pas refaire l'histoire. Bon, on peut dire qu'il y a eu une version officielle, mais qu'au fil du temps, les gens ont eu une tendance quand même, et ça se constate dans tous les sondages d'opinion qui sont faits, ont eu une tendance à s'écarter de cette version officielle. Bon, sous le coup notamment, dans la foulée
de l'enquête du fameux procureur Garrison, Bien sûr. qui a établi des preuves difficiles à contester, même si la commission sénatoriale, je crois, a tout fait pour expliquer oui mais non, il a mal compris. Mais bien sûr, il y a eu l'affaire Garrison, et puis il y a eu aussi un certain nombre d'autres reportages. Et pour en revenir à Peter Dale Scott, il considère que l'assassinat de Kennedy fait partie de ce qu'ils appellent les EPS, qui sont pour lui des événements profonds structuraux. Et il dit qu'un certain nombre de ces éléments profonds structuraux ont jalonné notre histoire. Bon, moi je lui laisse la liberté de le dire. Mais il n'empêche que je veux bien que tout le monde qu'on ait un univers entièrement complotiste. Bon, il y a quand même des faits qui sont là. Et est-ce que tu penses que le Covid est un EPS ? Grave question. Que je finisse d'être censuré sur YouTube. Et très honnêtement, je n'en sais rien. Il y a quand même des choses étonnantes, dirais-je. Il y a des coïncidences. Et il y a surtout des choses qui ont été passées sous silence, qu'on découvre d'ailleurs progressivement, et ce qui fait qu'il est difficile de ne pas envisager le fait qu'il y ait eu quand même une sorte de plan concerté. Moi à titre personnel, ce qui m'a frappé dans tout ça, c'était avant le Covid. Il y a eu une réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, puisque tous les ans, ces personnalités se rencontrent là, de Jackson Hole en septembre. Un coin perdu du Wyoming. Là, ça s'est passé fin août, mais c'est toujours la même idée. Et ce qui était assez surprenant, et là encore, on en a très peu parlé, ça a été la déclaration du gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a dit, sans embâche, que le moment était venu de détruire le dollar. Et là, on en revient donc un petit peu au dollar, parce qu'il estimait que d'autres monnaies, plus en rapport finalement avec le leadership économique qui était en train d'évoluer vers l'Asie, que nécessairement une autre monnaie allait venir et allait progressivement supplanter le dollar. Ce qui effectivement, là, mettrait un terme à la domination de cette monnaie. Monnaie d'ailleurs purement fiduciaire, puisqu'elle n'a pas, comme l'a rappelé Poutine assez récemment, elle n'a pas de valeur intrinsèque. Et c'est ça. Elle n'a pas de sous-jacent. Absolument. Et c'est d'ailleurs ça qui fait sa faiblesse. Tant qu'elle a une situation de monopole, ça ne pose pas de problème. Elle perd le monopole. Les gens préféreront probablement une monnaie qui, elle, touche plus au concret, dirons-nous. Bien. Donc, McCartney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, dit il faut tuer le dollar. Il donne les raisons pour lesquelles il faut le faire, et il donne également la méthode à appliquer. Et la méthode à appliquer, il dit il faut pousser le système au-delà de ses limites. Alors, qu'est-ce que le système et quelles sont les limites du système ? Le système, c'est celui de la création monétaire qui finalement est basé sur de la création de dettes. Et c'est ça que la plupart des gens ignorent, c'est que chaque fois qu'on a un billet dit de banque aujourd'hui, il correspond à une partie d'une dette de l'État. Et évidemment, chaque fois qu'on imprime des billets, c'est parce qu'en face, qu'on imprime ou qu'on crée d'ailleurs d'une manière scripturale ou électronique de la monnaie qu'on va mettre sur des comptes, eh bien, il y a toujours une dette. Et cette dette, elle est absolument nécessaire parce que chaque fois que, on veut prêter de l'argent à quelqu'un, on exige toujours une garantie. Et c'est là où le système est quand même remarquable, c'est qu'aujourd'hui, la monnaie est émise avec comme garantie les impôts futurs des contribuables. Et ça, on ne le dit pas, mais c'est ça la réalité. Bon. Et donc, ça voulait dire qu'ils allaient pousser le système au maximum, donc émettre des masses monétaires dans une quantité qu'on n'avait jamais connue avant. Et c'est ce qui s'est passé. Et notamment en raison du Covid. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce que c'est un plan concerté ? Je ne sais pas, mais de ce point de vue-là, en tout cas, ça marchait très bien. Et d'ailleurs, Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial de Davos, dit très clairement dans son livre que le Covid a été une opportunité extraordinaire
pour pousser en avant ce qu'il appelle le Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation. Et on peut penser que dans cette grande réinitialisation, il y a également l'établissement d'une nouvelle monnaie sur des bases complètement différentes par rapport aux monnaies qu'on avait connues jusque-là. Bon, alors, ce que je te propose, parce que on va arriver à la fin de cette interview, donc les lecteurs du courrier t'ont maintenant identifié, et tu vas nous faire une série d'articles qu'ils vont pouvoir retrouver, tout à fait passionnants, sur la phase monétaire du Great Reset qui, en réalité, occupe beaucoup l'esprit. Est-ce que c'est ça qu'on se dit, Jean ? Absolument. Eh bien, merci à toi. Ça me convient tout à fait. Merci.